Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le dernier chapitre pour ce premier semestre. Il s'intitule Le rapport. Donc, euh, c'est quoi un rapport? Un rapport est un document qui présente l'étude objective et approfondie d'une question ou d'une situation donnée. D'accord? Par exemple, vous faites par exemple une étude sur quelque chose et votre superviseur il vous dit, vous faites un rapport sur ça. D'accord? Donc vous faites par exemple euh, une expertise sur quelque chose et vous devez remettre un rapport à votre supérieur. Donc c'est les rapports, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les entreprises. Lorsque vous serez master 2 ou ingénieur, on va dire, vous allez travailler dans les entreprises et à chaque fois, vous devez remettre des rapports à vos supérieurs, bien sûr, pour voir l'état d'avancement de votre travail. D'accord? Donc, euh, cette étude est réalisée en vertu d'un mandat confié par une autorité quelconque, en vue d'une décision à prendre par celle-ci. Donc ici, on vous dit que le rapport, il est fait à la demande d'une autorité quelconque. Donc, pour vous, l'autorité qui vous demande le rapport, c'est votre patron du boulot. D'accord? C'est votre chef ou votre patron du boulot, votre directeur. Il peut vous demander de faire un rapport. C'est ce qu'on appelle autorité quelconque. D'accord? En vue d'une décision à prendre. Pourquoi il vous demande un rapport? Parce que pour lui, il veut une précision sur une question. D'accord? Il veut une précision sur une question. Donc vous allez lui apporter ces éléments de précision et ça va l'aider à prendre des décisions. Le rapport diffère du compte rendu. Il est plus qu'une simple description. Il impose au rédacteur la tâche de rassembler les éléments et d'en faire une analyse judicieuse, d'accord, afin d'aboutir à des conclusions motivées. Donc, c'est des conclusions qui auront une répercussion. Lorsqu'on dit motivé, ça veut dire qu'ils vont acter des décisions. Après cette conclusion, on doit appliquer sur le terrain ce qu'on a conclu à des propositions pour l'avenir, bien sûr, ou bien vous allez proposer des perspectives ou une solution pour l'avenir. Il implique complètement son auteur qui prend parti en apportant une analyse et en proposant une solution. Je vous dis par exemple, si vous faites un petit accident de voiture, betcha, d'accord, il y aura ce qu'on appelle l'expert. L'expert qui va venir et va visualiser l'ampleur des dégâts sur votre voiture. Donc, il va faire un rapport d'expertise. Il va le rendre à l'assurance. Et c'est l'assurance, selon le rapport d'expertise, elle va vous donner, elle va vous évaluer le degré de dommage, d'accord, en pourcent, et bien sûr, elle vous rembourse. Donc, on va voir les types de rapports. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme rapport? Il existe une grande variété de rapports selon les différents domaines d'activité, bien sûr, auxquels ils s'appliquent. Exemple, rapport d'ingénierie. Vous travaillez par exemple dans une société de génie civil, c'est le domaine d'ingénierie, et vous êtes ingénieur, donc vous allez sur le terrain. Vous allez faire ce qu'on appelle un constat, d'accord, de l'état d'avancement, par exemple, d'une construction, ou un constat de l'arrêt d'une construction. Pourquoi ils ont arrêté le chantier, pourquoi le chantier n'avance pas, pourquoi, etc. Donc vous allez faire un rapport et vous allez répondre à beaucoup de questions à travers ce document que vous allez rendre à votre supérieur. Il y a aussi les rapports d'administration. Les rapports d'administration, c'est entre administration et administration.
Donc un supérieur peut demander à quelques administrations de lui faire un rapport sur la gestion, comment est gérée telle ou telle institution. Il y a les rapports de commerce et de finance. Les rapports de commerce et de finance sont les plus fréquents qu'on voit. D'accord? Ils font bilan de santé de la société. Est-ce que cette société est rentable ou elle n'est pas rentable? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit rentable et minimiser les coûts, etc. D'accord? Donc ici, il y a aussi les rapports de recherche. Les rapports de recherche, on va dire, un état d'avancement des recherches. Donc, à chaque fois, vous allez faire, par exemple, un doctorat et vous pouvez faire un rapport de recherche chaque année et vous le déposez au niveau de service de la post-graduation pour montrer l'état d'avancement de vos recherches. Est-ce que vous avez vraiment travaillé ou pas? D'accord? Donc ici, il y a aussi le rapport politique. Ça, on va pas en parler. D'accord, on n'est pas des politiciens. Et il y a aussi les rapports d'industrie. Les rapports d'industrie, c'est presque pareil que les rapports d'ingénierie. D'accord. Sauf que les rapports d'industrie contiennent aussi ce qu'on appelle la valeur économique. D'accord. Donc c'est un mélange entre l'ingénierie et le finance et le commerce pour avoir ce qu'on appelle un rapport d'industrie. Donc il y a aussi autre chose. Un rapport peut avoir comme objet plusieurs thématiques, d'accord? Ou plusieurs sujets. Lorsque je dis thématique, ça veut dire sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut étudier dans un rapport? Par exemple, ça c'est des exemples. On peut étudier l'étude de la situation financière d'une entreprise. On appelle ça rapport d'activité. Donc, on fait le bilan, donc, on fait l'actif, le passif, les ratios d'effet de levier, de rentabilité, etc. D'accord? Tout ça, on les appelle, tout ça, ce document où vous allez citer tous ces éléments est appelé rapport d'activité d'une entreprise, bien sûr. Il y a aussi les résultats de visite et d'inspection d'un chantier. Ça, c'est les rapports d'ingénierie, d'accord? On peut les appeler rapports de mission. Il y a aussi des séminaires, rapports de séminaires. Ça, c'est des rapports de recherche. Les séminaires, c'est des rapports de recherche. Et il y a aussi le rapport les plus utilisés, c'est les rapports d'audit. Donc, c'est des expertises ou ce qu'on appelle d'audit. D'accord. Donc, l'expertise et l'audit, elles sont faites par des institutions chargées de faire ces audits. Par exemple, moi, je suis un bureau d'études qui fait l'audit, pardon. Je viens vers votre société vérifier certains paramètres de qualité, certains paramètres de qualité, de disposition, etc. Et je peux vous délivrer un certificat de qualité. Par exemple, je vous donne le ISO 9100 ou 9200, etc. D'accord? C'est noté sur les produits. Si les produits ont cette notation, ISO ou d'autres notations, ça veut dire que votre produit est de très bonne qualité. Donc, et respecte les normes internationales, bien sûr, dans ce domaine. La réalisation d'un stage au sein d'une entreprise, ça, c'est ce qui vous intéresse, vous, ce qu'on appelle le rapport de stage. D'accord? Lorsque vous allez faire un PFE, un projet de fin d'études, vous allez faire un stage dans une entreprise et vers la fin, vous allez faire un mémoire. Chez nous, c'est un mémoire. Mais chez l'entreprise, vous allez déposer ce qu'on appelle un rapport de stage. D'accord? Vous allez expliquer ce que vous avez fait durant votre séjour au sein de l'entreprise. Il y a aussi le rédacteur du rapport. Donc, qui va rédiger le rapport. D'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité ou compétence pour qu'il puisse faire un rapport. Donc, on parle du rédacteur, celui qui écrit le rapport. D'accord?
Outre l'exposé des faits, s'il vous plaît, vous coupez les microphones, s'il vous plaît. D'accord? Très bien, pour ne pas avoir l'écho. D'accord? Je vais les couper moi-même. Allez, très bien. Donc, euh, on va lire. Donc, le rédacteur du rapport, euh, outre l'exposé des faits, le rédacteur des rapports présente une analyse, d'accord? Tire des conclusions, d'accord? Et propose des solutions motivées, d'accord? Ou bien sûr, cette solution motivée, elle peut être critiquée. Donc, on fait une discussion et une critique. Le rapport engage la responsabilité de son auteur. Imaginez que vous travaillez dans une société, on va dire, d'hydrocarbures ou de prospection d'hydrocarbures. Vous êtes chez Sonatrach et ils ont fait ce qu'on appelle l'étude de terrain. Donc, ils ont fait la prospection avec des outils, etc. Et c'est à vous d'interpréter est-ce qu'il vraiment il y a du pétrole sous terre ou pas. D'accord? Donc, vous allez faire votre rapport, d'accord? Votre étude et votre rapport, et vous allez dire, tiens, il y a du pétrole ici, ou bien il y a du gaz, et il faut faire le puits de pétrole, il faut le creuser ici, et pas ici. D'accord? Imaginez que vous trompez dans vos calculs ou vous vous trompez dans votre analyse, et ils vont forer, la société va forer, je ne sais pas combien de kilomètres, un kilomètre et demi ou 3 kilomètres pour trouver du pétrole, et ils vont rien trouver. D'accord? Je souhaiterais bien. Ils vont rien trouver. Ça veut dire que vous n'avez pas bien fait votre travail. C'est une erreur professionnelle. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que le rapport engage la responsabilité de son auteur. Donc il faut dire la vérité. Il faut aussi être sûr de ce qu'on dit lorsqu'on fait un rapport. D'accord? C'est très très important. Vous savez, un puits de pétrole coûte dans les environs de 11 millions de dollars. D'accord? Ça, je vous le dis. Donc, ce dernier est responsable des informations données, car sur la base de ces informations, ou de cette information, que des décisions vont être prises. D'accord? Donc, c'est sur la base de ça que les décisions vont être prises. Le rapport, qu'est-ce qu'il reflète le rapport? Donc, un rapport bien écrit, si le rapport est très bien écrit, il exprime ou bien reflète les connaissances professionnelles de son auteur. Est-ce que celui qui a écrit le rapport a de bonnes connaissances ou pas? La justesse de son jugement. Est-ce que celui qui a écrit ce rapport et a donné des décisions a préconisé des décisions, est-ce que son jugement est juste ou pas? Son esprit d'analyse et de synthèse, est-ce que c'est quelqu'un qui analyse bien le problème et synthétise bien les idées pour donner une réponse? Ses capacités de composition, de reformulation et de rédaction. Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit le rapport a un très bon niveau de français, donc il rédige bien les phrases et reformule bien ou écrit bien les phrases, d'accord? Son attitude à dégager des solutions opérationnelles, d'accord, appropriées à une réponse ou à une commande, d'accord. Donc, est-ce que il peut vraiment donner une solution qu'on peut appliquer sur le terrain? Donc, c'est une solution opérationnelle, une solution applicable, d'accord. Donc, c'est ce qui reflète le rapport chez son rédacteur. Donc, ça peut être une question dans l'examen. Que reflète le rapport chez son rédacteur? Donc, je vais l'écrire. Que reflète le rapport chez son rédacteur? Donc, pour vous, pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, le rapport reflète les connaissances professionnelles de l'auteur, la justesse de son jugement, pardon, son esprit d'analyse et de synthèse,
ses capacités de composition, reformulation et rédaction, et son aptitude à dégager des solutions opérationnelles. D'accord? Très bien. Donc, on va voir ce qui suit. On va voir à qui est destiné ce rapport. Lorsque vous allez écrire ce rapport, il est destiné à qui? Bien sûr, il est destiné à vos supérieurs, d'accord? Vous allez travailler dans une société. Le rapport, il est destiné à vos supérieurs. Et bien sûr, les supérieurs et ces supérieurs où vous allez donner le rapport. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez pas, donc Oui, monsieur, on vous entend. très bien. Donc le rapport, il est destiné à vos supérieurs et ces supérieurs doivent avoir le niveau nécessaire de connaissance aussi pour dire est-ce que c'est ou juger est-ce que c'est un bon rapport ou pas. D'accord? Il est essentiel de connaître les exigences des destinataires des rapports pour s'assurer que le travail entrepris répond à leurs besoins. Les destinataires attendent un rapport clair, concis. Ce sont des personnes ayant des compétences certaines dans le domaine. Le rapport doit par conséquence éviter toute donnée imprécise et proposition non justifiée. D'accord? Donc ici, il faut se dire que le rapport que vous allez écrire, il va être relis par des personnes qui sont, comme vous, experts dans le domaine. D'accord? C'est vos supérieurs et ils sont aussi experts dans le domaine. Donc il ne faut pas faire des erreurs, il faut être précis et bien sûr justifier tout ce que vous êtes en train de le dire. D'accord? Donc apporter une bonne argumentation. S'il vous plaît, vous arrêtez de commenter n'importe quoi, d'accord? Vous suivez avec moi. Je vous enverrai aussi le document et aussi la vidéo. C'est en train d'enregistrer, d'accord? Donc vous aurez tout chez vous. Vous allez lire la vidéo doucement, d'accord? Vous allez lire la vidéo doucement chez vous. Et bien sûr, vous aurez aussi le document pour support, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer beaucoup de questions par mail. Vous avez mon mail. Je vais vous écrire mon mail sur le chat, d'accord? Et je répondrai à vos questions, d'accord? Très bien, vous avez mon mail sur le chat. Donc, le rapport. Donc, maintenant, on va voir la structure d'un rapport. Le rapport est composé de quoi? D'accord? Je vais utiliser des écouteurs. Peut-être vous allez m'écouter bien. D'accord? Peut-être que vous avez un problème de connexion. Ou peut-être que c'est moi qui ai un problème de son. On va voir, on va tester. Est-ce que vous arrivez à m'écouter bien maintenant? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le son est bien? Là, c'est trop loin. Vous me dites que c'est trop Non, loin. monsieur, avant, c'était mieux. De préférence, sans écouteurs. D'accord, je vais enlever les écouteurs. Apparemment, c'est... Attendez, j'augmente le son. Et comme ça, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est bien? Oui, monsieur. Donc c'est mieux, c'est avec les écouteurs et j'ai augmenté le son. Donc c'est mieux. Très bien. Donc on continue. Donc la structure d'un rapport. Donc un rapport, lorsque vous allez écrire un rapport, qu'est-ce que vous allez faire mettre à l'intérieur? D'accord. Tout ça, au début, c'était juste une introduction. Donc la question qui peut être posée, je vous ai donné la question. Que reflète le rapport chez son rédacteur? Je vous ai donné la réponse. Donc une autre question, c'est quelle est la structure générale d'un rapport? D'accord? Donc
quelle est l'origine, quelle est la structure générale d'un rapport? Le rapport suit le plan classique. D'accord? Le rapport habituellement organisé selon le plan classique. Donc, introduction, développement, conclusion. D'accord? Donc, dans l'introduction doit être brève et précise et complète, bien sûr. Elle renseigne sur l'objet du rapport et la cause qui l'a motivé. D'accord? Par exemple, vous allez dire que aujourd'hui, donc dans ce rapport, on va faire l'expertise de telle ou telle chose. Euh, j'entends- vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Pas de question? Très bien. Donc, ici, dans l'introduction, vous allez préciser la thématique. Vous êtes en train de parler de quel sujet? D'accord? Ou bien contextualiser la thématique. Cette thématique, elle reflète de quel domaine? Est-ce que c'est du domaine d'électronique, de génie civil, de mécanique, etc. D'accord? Il faut bien localiser votre sujet. Ensuite, dans la partie développement, on trouve l'analyse de l'existant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'analyse de l'existant? Ça veut dire tous les travaux antérieurs. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux dans le sujet que vous êtes en train de traiter? Qu'est-ce qu'il y a comme travaux antérieurs? Les critiques de l'existant et la préconisation de l'auteur. D'accord? Bien sûr, vous allez faire bien sûr une analyse et une discussion de tout ce que vous allez collecter comme information. Et bien sûr, vous donnez une préconisation. Ça veut dire que vous allez donner comment dirais-je, des conseils. Vous allez donner des conseils. Qu'est-ce que vous conseillez à vos supérieurs? D'accord? Monsieur, Oui. la critique de l'existence, ça veut dire que La le critique développement de l'existant veut dire que vous allez analyser, interpréter les c'est données. objectif. Bien sûr, c'est objectif. D'accord? D'accord, Donc, vous monsieur. allez analyser et discuter ce que vous avez comme données. D'accord? C'est ça la critique de l'existant. Donc, vous allez collecter les informations. Qu'est-ce qu'il y a tout. Imaginez, par exemple, moi, je travaille, par exemple, dans le domaine génie civil ou géotechnique. D'accord? On me dit que cette route s'est affaissée. D'accord? Il y a une route qui s'est affaissée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire affaissée? Donc, euh, elle s'est, comment dirais-je? Euh, euh, elle est complètement détruite. Vous avez comme un trou dans la route. Dans la route. D'accord? S'il vous plaît, vous coupez la musique. S'il vous plaît, vous coupez la musique, sinon je vais être sévère avec vous. D'accord? Donc ici, on vous dit, euh, on y trouve, lorsque j'étais en train de parler d'un problème, d'accord? Je vais étudier par exemple un problème, l'affaissement des routes. Qu'est-ce que ça veut dire l'affaissement des routes? C'est une route qui est dégradée. Elle commence à diminuer de niveau, d'accord? Et ça devient, par le temps, va devenir un grand trou. D'accord? Ça, c'est une route affaissée. Cet affaissement, pourquoi j'ai un grand trou comme ça dans la route, pardon? Parce que il se peut qu'il y ait des mouvements sous cette route, d'accord? Ça peut être une rivière souterraine qui prend avec elle du sable, d'accord? Ça peut être une zone sismique, ça peut être beaucoup de choses. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais collecter toutes les informations sur cette route, comment elle est construite, du point de vue technique, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme couche, etc., etc., d'accord? Et bien sûr, de point de vue géologique, elle se situe dans une région où il y a des rivières? Est-ce qu'elle se situe dans une région où il y a des montagnes, etc.? Donc, je fais collecter toutes les informations. Ensuite, je vais synthétiser ces informations et les analyser.
je vais analyser ces informations, je vais discuter ces informations pour trouver, d'accord, pour trouver une solution, d'accord, pour suggérer une solution, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on fait le développement. Donc on collecte les données, on analyse les données et on discute ces données, d'accord. On discute ces données, bien sûr, après la discussion, on peut donner une réponse. Dans la partie conclusion, donc, la partie conclusion met en avant la solution préconisée, d'accord? Le rédacteur explique les conséquences qu'il y aurait cette solution si elle est retenue. Par exemple, moi, je vous ai parlé tout à l'heure du problème de l'autoroute qui s'affaisse. Vous savez, si c'est une zone sismique où il y a une rivière souterraine, il y a des solutions. Par exemple, les Allemands, pour les autoroutes là où c'est une zone sismique, ils utilisent une couche où ils vont mettre une couche on va dire, de sable très fin, d'accord? Ensuite, et cette couche, ils vont faire d'abord le gravier, ensuite une couche de sable très fin, et ce sable très fin, sur cette couche de sable très fin, ils vont mettre des dalles de béton, d'accord? Et ces dalles de béton, lorsqu'il y aura un tremblement de terre ou un mouvement, vont se frotter à ce sable sans que la route s'abîme. C'est pour ça que les routes en Allemagne, elles sont toutes plates. Et bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 200-300 km à l'heure avec votre voiture sans être perturbé. D'accord? Donc ici, on a donné une solution, mais cette solution, elle est chère. D'accord? Les dalles de béton, ensuite on met le tapis de goudron. Donc ça, c'est une solution chère. C'est ce que les Allemands, ils ont de l'argent, beaucoup de l'argent pour ça. Il y aura d'autres solutions. Par exemple, au lieu d'utiliser là où il y a les rivières souterraines ou la zone sismique, on peut utiliser un type d'argile spécifique. Ce type d'argile, lorsque il y a de l'eau qui passe, ou bien il y a un mouvement de la Terre, ce type d'argile, il va juste se dilater ou rétrécir, d'accord? Il va pas changer la forme de la couche de goudron qui est en haut. Et ça, c'est une très 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 bonne solution qui n'est pas chère, d'accord? C'est un type d'argile spécifique. Vous voyez, donc là, j'ai proposé une solution de mon problème, d'accord? Mais c'est dans le domaine génie civil et géotechnique, d'accord? On peut avoir d'autres types de problèmes. Par exemple, dans le domaine d'électronique, il y a des zones où, bien sûr, pour la télécommunication, il y a beaucoup d'interférences. Comment réduire l'interférence dans une zone? Bien sûr, on peut bien sûr utiliser des dispositifs électroniques qui peuvent réduire ce genre d'interférence. Bien sûr, basculer les antennes vers une plage de fréquence spécifique. Bien sûr, ça va régler pas mal de problèmes. Donc ici, je sais pour vous que c'est du blablabla, du charabia, d'accord? Mais plus tard, lorsque vous allez étudier ces spécialités, vous allez voir que ce sont des solutions qu'on utilise de nos jours dans le domaine d'ingénierie et d'industrie. Donc, je continue. En fonction du type de rapport, le développement pourra être différent, mais l'introduction et la conclusion conservent les mêmes rôles. On vous dit que ce qu'on met dans l'introduction et dans la conclusion, c'est tout le temps presque la même chose. Donc, dans la conclusion, je vais situer mon problème et exprimer mon problème, bien sûr, et pourquoi pas donner une thèse de ce problème. Et dans la partie conclusion, je vais bien sûr prendre les grandes conclusions qu'on a trouvées vers la fin de la partie développement. D'accord? Donc ici, mais la partie développement, elle peut changer d'un rapport à un autre. D'accord? Parce que si je suis dans le domaine de génie civil, je vais vers le domaine de biologie ou vers le domaine de politique ou vers le domaine d'administration, ça va pas être le même développement. D'accord? Ça change, bien sûr, d'un domaine à un autre.
Ici, pour certains rapports, techniques ou scientifiques, le plan peut être modifié de nouveau, euh, peut être modifié, de nouveaux éléments peuvent être rajoutés, comme annexe, chiffres, tableaux, résumés, etc. Euh, compte tenu de la longueur et de la complexité du document. D'accord? Donc, on vous dit, pour le domaine technique et scientifique, vous êtes dans le domaine technique et scientifique, lorsque vous faites un rapport, vous devez rajouter quelques figures, par exemple, quelques graphiques, quelques tableaux avec des résultats, un résumé, par exemple. D'accord? Ou une annexe. Une annexe, c'est quoi une annexe? Lorsque vous avez beaucoup d'informations, et le rapport demande, par exemple, 23 pages, à maximum à 30 pages, d'accord? Là, vous pouvez pas dépasser ces 30 pages. Donc, vous allez rajouter ce qu'on appelle une annexe. C'est quelques pages où vous allez expliquer, par exemple, une technique que vous avez utilisée dans votre rapport. D'accord? Très bien. Ici, on va voir la qualité d'un bon rapport. D'accord? Euh, S'il vous plaît, mademoiselle Amina, d'accord? Si vous arrêtez pas de parler, d'accord? Je vous exclue. Et bien sûr, vous allez avoir des comptes rendus à me rendre. D'accord? Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas n'importe quoi sur le chat. D'accord? Je vais être sévère. Donc, c'est la dernière fois, c'est le dernier avertissement. Très bien. Donc, qualité d'un bon rapport. D'accord? La qualité d'un bon rapport. Certaines règles de rédaction sont à respecter lors de l'établissement d'un rapport. Euh, Bien sûr, là, on va parler de la langue. D'accord? Le vocabulaire utilisé doit être correct et adapté au public auquel est destiné le rapport. D'accord? Donc, le vocabulaire correct, ça veut dire que vous allez utiliser le vocabulaire officiel et non pas le vocabulaire de la rue. D'accord? Ou bien le vocabulaire de Facebook lorsque vous allez écrire un rapport. D'accord? Il faut utiliser le concret plutôt de l'abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le concret plutôt de l'abstrait? Ça veut dire que vous allez écrire des informations scientifiques, objectives et correctes. Vous n'allez pas dire donner un sentiment ou bien écrire une impression, etc. Parce que c'est un document qui doit être précis. Je vais pas dire j'ai l'impression que si, etc. D'accord? Ou bien mon sentiment envers. D'accord? Vous n'allez pas écrire ce genre de phrase dans un rapport. Il faut être précis, il faut être professionnel. Donc il faut écrire des choses qui sont, on va dire, objectives. Préférez la voix active à la voix passive. Donc lorsque vous allez écrire des rapports, il vaut mieux utiliser la voix active. D'accord? La voix active, donc vous allez affirmer des propositions plutôt que d'utiliser la voix active. D'accord? Parce que c'est à vous de... C'est vous qui va faire l'action, c'est vous qui est en train de faire l'étude. Donc vous allez dire on a élaboré, j'ai effectué, d'accord? Et alors que si vous utilisez la voix passive, il a été établi par, etc. D'accord? Ça marche pas. D'accord? Vous pouvez utiliser quelques phrases à la voix active lorsque vous utilisez les résultats des autres personnes. Se doter d'une bonne argumentation pour défendre sa proposition. Bien sûr, vous allez proposer une solution. Bien sûr, il faut défendre cette solution. Est-ce que, est-ce que cette solution va être valable ou pas? Vous allez dire pourquoi. D'accord? Le rapport est un document opérationnel. Donc, c'est un document qui va acter des décisions. Il va proposer des décisions. Donc, c'est un document opérationnel. La structure, la rédaction et la mise en page doivent permettre une lecture rapide et facile. D'accord? Donc, on vous dit que
lorsque vous allez écrire le rapport, il vaut mieux ne pas le surcharger avec des phrases, d'accord? Il vaut mieux ne pas surcharger le rapport. Il vaut mieux qu'il soit clair, facile à lire, bien sûr, et bien sûr agréable à lire. Donc il doit avoir une bonne forme. Très bien. Maintenant qu'on a parlé du rapport de manière générale, donc tout ça, c'est le rapport d'une manière générale. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions et je vous réponds avec plaisir. Si vous n'avez pas de questions, on continue. On va voir le rapport de stage. D'accord? Très bien, pas de questions. Donc, on va voir le rapport de stage. En fait, le rapport de stage vous concerne, vous, comme étant étudiant. Vous êtes étudiant. Vous pouvez, à partir de la deuxième année et troisième, première année master, ou bien deuxième année master, faire un stage dans une société. Donc, pour faire un stage dans une société, c'est simple. Vous allez au niveau de votre faculté, d'accord? Vous allez par exemple chez le vice-doyen de votre faculté. En première année, vous ne pouvez pas faire un stage, d'accord? C'est à partir de deuxième année. Donc en deuxième année, vous allez vers la faculté, vers votre vice-doyen. Vous lui dites, monsieur, est-ce que je peux avoir la convention de stage? C'est un document, d'accord? Cette convention de stage. Et vous allez l'apporter vers la société où vous voulez faire le stage. Bien sûr, il faut avoir l'accord de cette société sur cette convention et une fois l'accord obtenu, vous allez commencer votre stage et ça peut durer d'une semaine à 2 semaines, d'accord? Si c'est un stage de projet de fin d'études, ça peut aller jusqu'à 6 mois, d'accord? 6 mois ou ça peut même dépasser 6 mois, aller jusqu'à un an, d'accord? Donc ici, on va parler du rapport de stage, d'accord? On va voir d'abord la forme du rapport de stage. Ensuite, on parlera de comment faire des stages dans des sociétés. C'est très intéressant de faire des stages dans une société pour vous parce que vous allez remplir votre CV et ça va vous aider aussi dans le recrutement. Le rapport de stage est une expérience importante dans la vie de tout étudiant qui voit une occasion de découvrir le monde professionnel. D'accord? Le rapport de stage permet à l'étudiant de démontrer qu'il a acquis des capacités techniques et intellectuelles enseignées au cours de sa formation. D'accord? Donc ici, on vous dit que le rapport de stage est une expérience professionnelle. Donc, vous allez acquérir des compétences nouvelles, des compétences qui n'existent pas à l'université. Vous allez les acquérir au niveau de la société. D'accord? Et bien sûr, ces compétences que vous allez acquérir vont exprimer d'abord ce que vous avez eu comme compétences auparavant ou ce qu'on appelle un niveau intellectuel lors de votre enseignement ou formation à l'université. Quel que soit le type de stage, son apport est irremplaçable car l'immersion est totale dans un milieu de travail peut faire acquérir en très peu de temps des connaissances d'une grande utilité pour la pratique d'un métier. Donc ici, on vous dit que lorsque vous allez faire un stage, vous allez être complètement absorbé par ce stage, vous allez acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles façons de résoudre des problèmes. Et bien sûr, euh, vous allez, par la pratique, gagner beaucoup en compétences et en connaissances. Parce qu'on peut apprendre, on va dire, oralement et à l'écrit, mais lorsqu'on pratique, on apprend quelque chose qu'on n'oublie jamais. D'accord? Donc, le rapport de stage peut se présenter sous différentes formes. Il peut contenir jusqu'à 30 pages. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le rapport de stage ne doit pas dépasser 30 pages. D'accord?
Ici, on va vous proposer quelques exemples, d'accord, d'un plan de travail, d'un rapport. Donc ici, tout à l'heure, vous avez demandé un exemple. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le rapport de stage? On doit trouver une page qu'on appelle la page couverture, d'accord? On va l'appeler la page couverture. Ça, c'est la page couverture. Dans cette page, qu'est-ce il va y avoir? Il va y avoir le nom et le prénom du stagiaire, d'accord? Il va y avoir le titre, ce qu'on appelle l'intitulé ou la thématique de ce que vous êtes en train d'étudier, éventuellement les sous-titres. Donc, s'il y a les sous-titres, on peut rajouter des sous-titres. Bien sûr, vous allez préciser c'est quoi comme rapport. Bien sûr, pour vous, ça va être un rapport de stage. Le nom et le logo de l'entreprise ainsi que ceux de l'université. D'accord? Le nom du maître du stage. Et bien sûr, la date et la période. Je ne sais pas ce que j'ai dans mon PC parce que j'ai ramené un nouveau PC, d'accord? J'ai pas tous mes documents à l'intérieur. Donc sinon, je vous aurais montré une page de garde, ce qu'on appelle la page couverture ou on peut l'appeler aussi la page de garde. D'accord? Donc ici, dans cette page couverture, donc il va y avoir ces éléments. La page de couverture, elle doit être attrayante, d'accord? Ça veut dire qu'elle doit être jolie, d'accord? Sans être trop chargée. On peut utiliser de la couleur, des photos. Elle n'est jamais paginée. Donc la page couverture ne porte pas de numéro de page, d'accord? Elle ne porte pas de numéro de page. Ensuite, il va y avoir le sommaire. C'est quoi le sommaire? C'est le plan des titres que vous allez aborder dans votre rapport. Donc ici, il s'agit d'un plan du rapport. Il présente les grandes parties constituantes de ce dernier. Il permet au lecteur de se renseigner sur l'essentiel du document. Euh, Bien choisir les termes des titres pour que la structure et le contenu du rapport soient rapides et identifiables. D'accord? Donc ici, euh, on vous dit que le sommaire, c'est un plan où vous allez trouver tous les titres de tout ce que vous avez abordé à l'intérieur. Bien sûr, les grandes parties que vous avez abordées à l'intérieur. Donc ici, on vous dit bien choisir les termes du titre. C'est quoi les termes du titre? Parce que lorsque vous allez choisir des titres, vous allez utiliser des mots-clés. Ces mots-clés, c'est à travers ces mots-clés que les personnes peuvent se renseigner sur votre rapport. D'accord? On va voir aussi les remerciements. Dans un rapport, on peut remercier des gens. Par exemple, si vous allez faire un rapport de stage dans une entreprise, vous devez remercier les gens qui vous ont permis de faire ce stage, d'accord? Votre encadreur ou co-encadreur de la société et pourquoi pas le directeur et les gens qui vous ont aidé durant votre stage, d'accord? Dans la partie remerciement, généralement destinée au maître de stage et les personnes qui ont joué un rôle important pendant le stage. Donc tout ça, c'est le début. Donc on n'a pas encore rentré dans le rapport. Lorsqu'on rentre dans le rapport, on va commencer par l'introduction. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'introduction d'un rapport? Dans l'introduction d'un rapport, on doit justifier le choix de l'entreprise et du secteur d'activité. Pourquoi on a choisi ce secteur d'activité? D'accord? Vous allez dire, dans le cadre d'obtention d'un projet de fin d'études, d'accord? Dans tel domaine, d'accord? Euh, la justification du choix du sujet et son intérêt. Pourquoi vous avez choisi ce sujet, d'accord? À quoi ça va en venir? Et la présentation du contexte de la mission, d'accord? Le contexte de la mission,
Tout ça, c'est presque la même chose, d'accord? Vous allez, on va dire, contextualiser, d'accord? Vous allez contextualiser votre sujet, d'accord? Vous dites, ce sujet concerne tel domaine ou tel domaine, et on va aborder telle question ou telle question, d'accord? C'est ça l'introduction. Dans la partie développement, on trouve beaucoup de choses. La première des choses, c'est la présentation, l'organisation et l'historique de l'entreprise. D'accord? Bien, ou du groupe. Parce que ça peut être une seule entreprise, ça peut être un groupe. Un groupe, c'est un ensemble d'entreprises. D'accord? Le ou les secteurs d'activité de l'entreprise. D'accord? C'est presque la même chose qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction. Le ou les métiers de l'entreprise. Cette entreprise, elle est spécialisée dans quoi? Vous allez présenter la mission elle-même. D'accord? Vous allez présenter la thématique que vous allez aborder. C'est déjà présenté dans l'introduction. Vous allez ici la rappeler, juste la rappeler. D'accord? Sans détailler. Vous allez parler des enjeux et des objectifs de la mission. Donc ici, les objectifs de la mission. Vous allez donner les objectifs. Les moyens et les méthodes employées. Qu'est-ce que vous allez employer comme méthode et quels sont les moyens mis à votre disposition. D'accord? Les personnes qui ont contribué au travail, vous allez les citer. D'accord? Les résultats obtenus et les différentes rencontres et les solutions apportées. Donc tout ça, c'est la partie développement. On va vers la partie conclusion. Dans la partie conclusion, elle tient généralement en une page, d'accord? Présente les principales conclusions du rapport. L'étudiant réalise un bilan de son stage en mettant en avant l'utilité de ce dernier et en soulignant ce qu'il lui apporte en termes de connaissances et de compétences techniques et professionnelles. Très bien, ici, on vous dit dans la partie conclusion, vous allez présenter les principales conclusions. Donc ici, dans la partie développement, vous allez trouver beaucoup de choses, beaucoup de conclusions. Il y a des conclusions qui vont être principales et des conclusions qui vont être secondaires. Elles n'ont pas beaucoup d'importance par rapport aux conclusions principales. Donc là, dans la partie conclusion, vous allez citer que les conclusions principales. Vous ne citez pas les conclusions secondaires. D'accord? Bien sûr, vous allez donner votre avis de votre séjour au sein de l'entreprise. Vous allez dire, lors de mon passage à l'entreprise, j'ai appris telle ou telle chose, ou telle chose, ou telle chose, bien sûr. Et bien sûr, euh, tout ça, vous le mettez dans cette partie conclusion en soulignant qu'est-ce que ça vous apporte dans le domaine, qu'est-ce que ça va vous apporter dans le domaine professionnel. D'accord? Donc ici, on a terminé avec la partie conclusion. Il reste une dernière partie, c'est ce qu'on appelle les références bibliographiques. D'accord? Les références bibliographiques contiennent les références détaillées des ouvrages utilisés ou cités dans le rapport. Bien sûr, l'auteur, le titre, l'année, les adresses des sites web, les, les, les revues que vous avez consultées, les articles que vous avez consultés. Regardez ici, dans la partie développement, d'accord? Dans la partie développement, je reviens. Vous allez bien sûr parler de la méthode. Cette méthode, est-ce que c'est une méthode que vous avez développée? Non. Ça peut être une méthode que vous avez tirée d'un livre. D'accord? Ou d'un article. C'est une méthode déjà employée que vous allez chercher dans un document pour l'utiliser. D'accord? Par exemple, vous allez bien sûr parler par exemple, de la présentation et l'organisation de l'entreprise. D'où vous allez avoir ça? Bien sûr, vous avez des documents déjà existants de l'entreprise qui parlent de ça. D'accord? Vous allez citer tous ces documents dans cette partie qu'on appelle
référence bibliographique. Est-ce que vous avez des questions? On a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ne vous inquiétez pas, si le son s'est coupé pour moi non, donc vous allez avoir la vidéo et vous pouvez revoir et écouter ce que j'ai dit. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Parce que je suis en train d'enregistrer sur mon PC. Donc pour moi, le son va rester. Est-ce que vous avez des questions? Bon, vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter l'enregistrement et on va parler de d'autres choses.